Plusieurs débarquements eurent lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Des débarquements connus ou moins connus. Cette fois, on va s'attarder sur une opération qui a eu lieu en Italie, qui sera la plus grande opération amphibie tentée depuis le début de la guerre, avant qu'elle ne soit détrônée par le débarquement de Normandie. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur de l'opération Husky. Le 12 mai 1942, au Cap Bon, les troupes allemandes et italiennes sont encerclées et n'ont d'autre choix que de capituler. Pourtant, en Allemagne, le maréchal Erwin Rommel, commandant en chef de l'Afrika Korps, a plaidé la cause de ses soldats pour qu'ils soient évacués, afin de continuer à se battre pour défendre la forteresse Europe. Mais Adolf Hitler en a eu vent et abandonne ses hommes en Afrique du Nord. Du 14 au 24 janvier 1943, à Casablanca, une conférence réunit le président américain Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill, les généraux Charles de Gaulle et Henri Giraud pour discuter des futurs théâtres d'opération. Bien sûr, Roosevelt se méfie de Gaulle, qu'il juge comme un dictateur, et il souhaite que ce soit Giraud qui représente la force française libre. Durant la conférence, les Alliés sont une nouvelle fois divisés. La question est, quel pays d'Europe faut-il libérer en premier ? Le général américain George Marshall joue un rôle prépondérant dans l'élaboration de la stratégie et de la logistique alliée et demande une invasion de la France à partir de la Grande-Bretagne, où il souhaite d'ores et déjà concentrer toutes les forces offensives. Du côté britannique, Sir Alan Brooke, le chef d'état-major de Winston Churchill, souhaite continuer l'offensive en Méditerranée et poursuivre la réouverture de la route maritime Gibraltar-Suez qui pourrait mobiliser toutes les troupes allemandes dans ce secteur avant un autre débarquement visant à envahir la France. Le président américain se range du côté de Churchill et opte pour l'invasion de l'Italie. Mai 1943. À Alger, Winston Churchill organise une réunion avec le général Marshall, le général Eisenhower, le maréchal de l'air Tedder et l'amiral Cunningham. Lors de cette réunion, les responsables politiques et militaires sont convaincus qu'il faut tout d'abord assurer les lignes de communication anglo-américaines en Méditerranée, puis conquérir la Sicile. Si le plan se déroule comme prévu, l'Italie pourra être prise d'assaut, ce qui accentuera la pression sur l'Allemagne et par la même occasion éliminera l'un des pays de l'Axe. L'Italie, depuis son entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, a subi de lourdes pertes, mais aussi en matériel lors de ses aventures militaires en Albanie, en Afrique du Nord et en Union soviétique. Sur les 95 divisions que l'Italie possède, un tiers a déjà été anéanti. Un autre tiers sert dans l'empire des forces de l'Axe ou sur les fronts extérieurs, et un dernier tiers sert pour la défense du sol national. Depuis la défaite d'Afrique du Nord, l'Italie sent désormais la menace peser sur son territoire. L'aviation et la marine italienne ne sont pas en meilleure posture que l'armée de terre. La flotte du Duce a déjà perdu la moitié de ses bâtiments, et ceux qui restent, notamment les destroyers et les navires d'escorte, ne sont pas en bon état. La Regia Aeronautica, l'armée de l'air italienne, aligne des avions très inférieurs à ceux des Alliés, qui sont beaucoup plus sophistiqués. De ce fait, elle subit de très lourdes pertes. Les forces armées italiennes manquent désespérément de carburant et aucune amélioration en ce domaine ne se profile à l'horizon. Mussolini est conscient de son infériorité dans le domaine militaire et il lance un appel au secours à Hitler, lui réclamant des avions et des moyens anti-aériens. Mais la Luftwaffe connaît de graves difficultés. En effet, les pertes en avions et en hommes sur le front de l'Est deviennent de plus en plus préoccupantes et tout comme son allié italien, l'Allemagne commence à subir le manque de carburant. Mais malgré ces difficultés, Hitler et le maréchal Kesselring souhaitent maintenir des forces militaires importantes en Italie, estimant qu'il vaut mieux défendre le Reich sur le sol italien plutôt que sur le territoire allemand lui-même.
ordre est donné à la 15e Panzergrenadier et à la division de Panzer Hermann Göring de se rendre de toute urgence en Sicile, malgré un manque d'armes et de munitions. Ces unités rejoignent la 6e armée du général Gusoni, qui dispose de 230 000 hommes et de 1500 pièces d'artillerie, mais qui n'a pas de véhicule à moteur et n'est pas capable d'assurer la défense de l'ensemble de la Sicile. Le haut commandement de l'Axe estime que la Sicile ne sera pas le prochain objectif des Alliés. En effet, une partie des généraux italiens et allemands pensent que la prochaine invasion sur le continent européen se fera en Grèce. Pourquoi pensent-ils tous à la Grèce? Parce que les services de renseignement britanniques ont mené une opération d'intoxication et ont déposé sur les côtes d'Espagne le corps d'un homme revêtu d'un uniforme de commando qui transporte sur lui des lettres fictives adressées par l'état-major impérial au général Eisenhower sur les propos d'un débarquement en Grèce. Cette découverte est prise au sérieux par les Allemands et leur réaction est de prélever une division de Panzer en France pour qu'elle fasse route vers les Balkans. Hitler, lui, estime qu'une attaque pourrait avoir lieu en Sardaigne, une opinion qui est partagée par le maréchal italien Ambrosio. Mais l'Italie se trouve désormais dans une situation très difficile. Toutes les personnes qui étaient proches de Mussolini dans le passé pensent désormais que la guerre est perdue. Un groupe politique formé par le comte Ciano, son gendre, par 2 ministres ainsi que par les maréchaux Badoglio et Cavaglia est décidé à convaincre Mussolini de rompre toute relation avec Hitler et de se retirer de la guerre. Si le Duce refuse cette solution, il doit être arrêté. C'est à cause de cette atmosphère qui plane en Italie que l'opération d'invasion de la Sicile est décidée. Le général Eisenhower et Harold Alexander, un officier britannique, planifient ensemble l'opération Husky, qui doit avoir la même structure de commandement qu'en Tunisie. La 7e armée américaine, placée sous les ordres du général Patton, regroupant le 2e corps du général Bradley et la 3e division du général Truscott, doit établir une tête de pont dans le golfe de Gela, qui se trouve entre Licata et Scogliti, puis avancer vers le nord. La 8e armée britannique, qui regroupe le 13e corps du général Dempsey et le 30e corps du général Lise, doit aborder la Sicile par le sud entre Pachino et Avola. 1er juin 1943. Les Alliés commencent à lancer une grande offensive aérienne stratégique sur certains objectifs, dont notamment l'île de Pantelleria, qui se situe à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie. Les bombardiers anglo-américains vont larguer 6500 tonnes de bombes sur Pantelleria, qui est défendue par 12 000 soldats. Le 11 juin 1943, des unités alliées débarquent pour recevoir la capitulation de la garnison italienne, qui est choquée par l'intensité des bombardements aériens. Le même jour, le sergent Cohen de la Royal Air Force capture à lui tout seul la garnison de Lampedusa, qui se situe tout près de Pantelleria. Quand il a atterri sur l'île, il a reçu immédiatement la reddition des défenseurs qui craignaient de subir le même sort que ceux de l'île de Pantelleria. Pendant toute la durée du mois de juin, les Alliés vont bombarder intensivement les aérodromes de Sicile et d'Italie, les navires au mouillage dans leurs ports et diverses installations militaires. 10 juin 1943 à l'aube. Le débarquement anglo-américain débute en Sicile. 8 divisions venant d'un millier de navires sur un front de 100 km débarquent sur les côtes siciliennes. Suite aux nombreux bombardements en juin, les moyens aériens de l'Axe dans la région sont quasiment tous neutralisés. Le maréchal Teder réunit plus de 4000 appareils, tandis que l'Axe en réunit plus de 720, dont 200 appartient à l'armée de l'air italienne. L'invasion est planifiée par l'amiral Ramsay, l'homme qui avait réussi à embarquer toutes les troupes britanniques à Dunkerque lors de l'opération Dynamo. Pour la première fois, les LCT, Landing Craft Tanks, et les LST, Landing Ship Tanks, sont utilisés pour débarquer les chars et les blindés qui sont chargés d'appuyer les premières vagues d'infanterie. Le 11 juillet au matin, 80 000 soldats anglo-américains soutenus par 8 000 véhicules prennent pied sur le sol sicilien. Avec rapidité, les Alliés établissent des têtes de pont.
La 8e armée de Montgomery s'empare de Syracuse et d'Augusta, sans tirer un seul coup de feu. Les défenseurs italiens se sont dispersés dans la nature et la division Hermann Göring a été pilonnée par les pièces de la marine au moment où elle fonçait sur la première division américaine engagée vers Nicémie. Les armées américaines et britanniques vont converger leurs forces vers Messine, se situant dans le nord du pays, dans l'espoir d'encercler les troupes italo-allemandes avant qu'elles ne rejoignent l'Italie continentale. Le maréchal Kesselring improvise totalement la situation. Il fait dépêcher 2 régiments de parachutistes et la 29e Panzergrenadier et place le général Hube du 14e Panzerkorps à la tête de toutes les forces allemandes chargées de défendre la Grande Île. À partir de ce moment, la résistance opposée par les troupes de l'Axe se durcit, notamment le long des flancs de l'Etna. Néanmoins, comme à son habitude, le général Patton avance rapidement et la 7e armée américaine établit le contact avec l'armée de Montgomery le 14 juillet. Patton prend la décision d'envoyer une division en direction de Palerme, avec pour mission de prendre la ville située au nord-ouest, et 2 autres divisions commandées par le général Bradley vers le nord. Le 22 juillet 1943, Patton écrase les divisions italiennes à Cieta et entre à Palerme. Les choses vont changer lorsque le général américain décide de continuer jusqu'à Messine. Dans le même temps, Montgomery rencontre de sérieuses difficultés dans les plaines orientales de la Sicile. Après avoir pris Syracuse et Augusta, il se dirige vers le port de Catane, où il se heurte à une résistance acharnée. Le commandant de la 8e armée s'interroge sur la progression qu'il doit entreprendre le long des pentes de l'Etna en direction de Messine. Il ne prend Catane que le 5 août. Auparavant, aux grandes dames des Américains, Montgomery a dépêché la 1re division canadienne sur les pentes ouest de l'Etna. Les Alliés reçoivent des renforts par Palerme et Syracuse. La 9e division américaine et la 78e division britannique disposent désormais d'une supériorité numérique sur les troupes de Hube. Le 17 août 1943, les Allemands décident d'évacuer la Sicile. Hube fait partie des derniers à revenir en Italie continentale. Les troupes du général Patton entrent les premiers à Messine. Montgomery est furieux d'avoir été devancé par les Américains, car il voulait que la partie nord de la ville lui revienne. Les Alliés font 132 000 prisonniers et s'emparent de 260 chars et 520 canons. Près de 8600 soldats allemands et italiens meurent en Sicile. Du côté allié, on déplore la perte ou la disparition de 8400 militaires anglo-américains ainsi que de 14 500 blessés. Alors que la campagne de Sicile continue, le régime fasciste sombre dans une crise aiguë. Le roi d'Italie décide de chasser le parti fasciste du pouvoir afin d'écarter Mussolini. Lors d'une assemblée tenue par les fascistes à Feltre à laquelle il assiste, Hitler et le maréchal Keitel donnent le soutien militaire du Reich. Mais le Führer pose une condition. Il faut que Mussolini mobilise plus de ressources humaines et s'applique davantage à redresser le moral de son pays. Ambrosio et ses collègues demandent au Duce d'arrêter immédiatement de croire en Hitler et d'annoncer la reddition de l'Italie. Mais Mussolini croit fermement aux propos du chancelier allemand, surtout quand Hitler annonce qu'il attaquera Londres durant l'automne suivant, grâce aux armes nouvelles et pourrait bouleverser le cours de la guerre. Mais la rencontre entre Mussolini et Hitler n'aboutit pas, tandis que du côté des ministres fascistes et du haut commandement, on commence à s'impatienter. Le 24 juillet 1943, Mussolini organise un grand conseil fasciste afin d'examiner la situation générale de l'Italie. Mais finalement, ce conseil révèle le complot préparé contre le Duce. Une motion est proposée par le comte Grandi, selon laquelle Mussolini doit remettre au roi tous les pouvoirs qu'il détient sur les armées. Le souverain peut également l'écarter du pouvoir. Cette mention est approuvée par une large majorité. Le lendemain, à 17h, le roi informe le Duce qu'il accepte sa démission et qu'il le remplace par le maréchal Badoglio.
Mussolini est ensuite conduit à bord d'une ambulance dans un lieu de détention situé dans une caserne et les responsables fascistes qui avaient conspiré contre lui ne reçoivent aucun poste au sein du nouveau gouvernement. Le comte Ciano, lui, doit gagner l'Allemagne pour prendre part à une rencontre qui est en réalité fictive. Ce sera finalement un piège qui va lui coûter la vie. La première proclamation de Badoglio est d'affirmer que la guerre va se poursuivre. Mais Hitler ne croit pas du tout en cette déclaration. Il décide de prendre les devants pour ne pas laisser l'Italie tomber aux mains des Alliés. Le maréchal Rommel est donc chargé de diriger l'opération Alaric, par laquelle le groupe d'armée B doit avancer vers Bologne à la mi-août. Les Alliés ont définitivement pris la Sicile et 8 divisions d'élite allemandes, parmi lesquelles la 24e Panzer, la Leibstandarte Adolf Hitler et la 1er Panzer SS ont pris position au nord des Apennins. Par ailleurs, Kesselring assure le commandement en chef du théâtre méditerranéen et reçoit le renfort de la 2e division de parachutistes. Le 15 août 1943, à Bologne, le général Jodl et le maréchal Rommel rencontrent le général Roata, le chef de l'état-major de l'armée de terre italienne, pour s'assurer que les nouvelles autorités installées à Rome ne sont pas en train de négocier un armistice avec les Alliés. Mais 3 jours auparavant, les généraux Castellano et Montanari ont eu un entretien secret avec le général Eisenhower à Lisbonne pour discuter des termes d'un cessez-le-feu. Les Allemands ne sont pas du tout au courant de ces rendez-vous secrets. Le 27 août, les 2 généraux italiens regagnent Rome, munis d'un matériel radio leur permettant de contacter les Alliés quand ils le souhaitent, et également de transmettre le texte de reddition. Les Italiens tentent au cours de longues négociations d'obtenir l'assurance d'une protection contre les représailles que les Allemands ne manqueront pas d'exercer sur la population à l'annonce de cette reddition. Finalement, le 3 septembre 1943 à 17h15, l'armistice est signé. 5 jours plus tard, Badoglio annonce officiellement l'accord qui a été conclu avec les Anglo-Américains. Face à cette annonce, la réaction allemande va être brutale et instantanée. Toutes les divisions italiennes engagées aux côtés de la Wehrmacht en Italie sont désarmées et envoyées en captivité. Le 9 septembre, quelques heures après l'entrée en vigueur de l'armistice, les bâtiments de guerre italiens qui tentent de gagner Malte et de se rendre aux Alliés sont bombardés par l'aviation allemande. Le cuirassé Roma est coulé, avec 1500 hommes à son bord. Sur les autres théâtres d'opération où les forces italiennes sont engagées, la situation n'est pas meilleure. Les 29 divisions engagées dans les Balkans sont attaquées par surprise et désarmées par les Allemands. 2 d'entre elles, l'Aki et la Bergamo, résistent tant bien que mal, mais encerclées, elles doivent se rendre et des milliers de soldats sont massacrés après avoir déposé les armes. Ceux qui ont échappé à la mort rejoignent les partisans pour poursuivre la lutte, mais cette fois contre les nazis. Le 12 septembre 1943, les Français d'Alger profitent de la confusion qui règne dans le camp de l'Axe pour débarquer en Corse, qui devient le premier débarquement français métropolitain à être libéré. Il fournira aux Alliés une base de premier choix et de surcroît pas très loin de l'Italie. En dépit des efforts déployés par les unités françaises engagées dans cette campagne, les Allemands parviennent à évacuer 28 000 de leurs soldats jusqu'en territoire italien. S'étant emparés de la Sicile où ils ont obtenu une incontestable victoire, les Alliés désirent profiter de la situation pour planifier l'invasion de l'Italie continentale. L'opération doit se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, un camp de la 8e armée britannique doit passer le détroit de Messine et attirer dans cette région les réserves allemandes. Cette action est censée éloigner le plus gros des troupes allemandes du théâtre principal, où va se dérouler la plus grande attaque, c'est-à-dire à Salerne. Le 3 septembre 1943, le 13e corps du général Dempsey arrive en Italie et ne rencontre qu'une très faible opposition. Kesselring s'attend à un débarquement de flanc, plus au nord, à la hauteur de Rome, et demande au commandant du 76e Panzerkorps de ne s'engager dans la bataille qu'en cas de nécessité absolue. Les troupes de Dempsey progressent de quelques kilomètres.
puis doivent attendre la suite des événements, une situation que les plans alliés n'ont pas envisagée. Les Anglo-Américains n'ont pas pensé non plus que l'armée allemande se replierait sur des positions défensives puissantes. Normalement, les troupes doivent débarquer dans le golfe de Gaété, mais finalement Salerne est choisi, car l'endroit offre des plages qui s'étendent sur 35 km de longueur. Le ressac est faible et la pente n'est pas importante. De ce fait, elles permettent aux bateaux d'arriver au plus près du rivage. Grâce à la faible largeur de la bande de dunes, l'accès à la terre ferme est plus rapide. De plus, Salerne se trouve dans le rayon d'action de l'aviation tactique anglo-américaine, alors que Gaété est situé à la limite. Néanmoins, l'endroit où les Alliés ont choisi de prendre pied présente de sérieux inconvénients, notamment la faible profondeur de la plaine littorale, dominée par des hauteurs formant une sorte d'arc. Cette caractéristique contraint les Anglo-Américains à envisager de prendre le plus vite possible les collines dominantes s'ils ne veulent pas subir le feu d'un ennemi occupant des positions plus que favorables. Le 9 septembre 1943, l'opération Avalanche débute. Le 9e corps d'armée américain et le 10e corps d'armée britannique débarquent dans le golfe de Salerne, entre Paestum et Méorie, sur un front de 40 km. Au départ, tout va bien. Et à la fin du premier jour, la 36e division américaine a progressé de 8 km, tandis que le 10e corps, bien que confronté à une résistance dans les environs de Salerne, tient une solide tête de pont. Mais Kesselring réserve une très mauvaise surprise aux troupes alliées. Dès le départ, Hitler a senti le danger que fait courir ce débarquement à ses forces à Salerne. Il dépêche sur place la 16e Panzer, une unité d'élite. Par ailleurs, Kesselring, après avoir investi Rome à la suite de l'armistice signé par Badoglio avec les Alliés, expédie vers le sud la 3e Panzer Grenadier. Le 12 septembre 1943, le général Vietinghoff, commandant de la 10e armée allemande, dispose de 4 divisions et demie pour se confronter aux 3 divisions anglo-américaines. Pendant 3 jours, la situation va devenir indécise pour les Alliés. Les Allemands parviennent presque à encercler la 45e division américaine, qui est allée beaucoup plus loin que la 56e division britannique. C'est lors de la bataille de Ponte Brociato que cette formation est sauvée grâce à l'obstination du général Clark, qui va donner des armes à 2 bataillons d'artillerie, à une fanfare régimentaire, aux membres de son état-major et même à des cuisiniers qu'il enverra sur le front. L'infanterie et les chars allemands sont stoppés à 8 km de la tête de pont, où les pièces de la marine se sont révélées, comme lors du débarquement en Sicile, d'une efficacité redoutable. Alexander demande à Montgomery de prendre le flanc des forces allemandes. La 5e division britannique progresse en direction d'Agropoli, qu'elle va atteindre le 16 septembre, le jour même où la 5e armée américaine subit de lourdes pertes. Kesselring se rend compte de la menace des troupes de Montgomery et sent que la bataille est perdue. Il ordonne à Vietinghoff de se replier. Sans perdre de temps, les Britanniques occupent les ports de Brindisi et de Tarente. Les Allemands sont vaincus, mais les 2 grands officiers, Rommel et Kesselring, s'étaient disputés pour mettre en place la stratégie d'attaque. Rommel, d'un côté, souhaitait que les troupes allemandes abandonnent Rome pour se concentrer vers le nord. Kesselring, de l'autre côté, voulait absolument défendre l'Italie le plus possible et empêcher les Alliés d'avancer dans les terres. Mais les ordres d'Hitler étaient également ambigus, ce qui n'améliorait pas la situation, car Rommel a dû retirer ses panzers de la zone de défense. Mussolini, de son côté, est assigné à résidence au Gran Sasso, qui se situe en haute montagne. Mais Hitler décide de ne pas abandonner le dictateur fasciste et envoie un commando placé sous les ordres de l'officier SS Otto Skorzeny pour le libérer. Le groupe de commandos atterrit à proximité du Gran Sasso, à bord d'avions légers. Les hommes de Skorzeny vont ensuite sortir le Duce de sa prison et l'emmener auprès d'Hitler, qui est ravi du coup qu'il a joué aux autorités italiennes. Le 18 septembre 1943, sous la pression du Führer, Mussolini proclame la République sociale italienne, qui n'a aucune assise légale.
Mais les Allemands vont se servir de ce statut comme d'un jouet, tout comme ils le font avec le gouvernement de Vichy en France. Désormais, les Alliés s'engagent dans une longue et épuisante campagne en direction de Rome, dans laquelle les blindés seront incapables de quitter les routes à cause de la boue. Leur avancée sera donc de ce fait très lente. À Termoli, au début d'octobre, à Sangro, en novembre, et à Cassino, le général Vietinghoff, malgré les mauvaises conditions météorologiques et la confusion du haut commandement, réussit à opposer une résistance déterminée face aux troupes alliées. Kesselring et ses subordonnés ne sont pas prêts à abandonner l'Italie sans se battre. Le 21 novembre 1943, Hitler rappelle Rommel et lui fait comprendre qu'il est en faveur d'une campagne de résistance en Italie. Désormais, Kesselring est le seul maître du front italien. Mais cette campagne va durer jusqu'en 1945. Une campagne qui va rester dans la mémoire collective comme la ligne de défense la plus résistante de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Des combats acharnés dans une Italie qui ne veut plus de la guerre. Nous ne pouvons oublier la mémoire de ces hommes, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, et qui se sont battus héroïquement.